Que saviez-vous de la splendeur de l'Empire perse et des exploits du roi Xerxès? L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui ne parle ni de grandes batailles, ni de la sagesse des souverains. C'est la chronique d'une folie, de la luxure et de l'une des vengeances féminines les plus monstrueuses jamais consignées par les chroniqueurs. Imaginez la situation. L'homme le plus puissant du monde revient de la guerre, brisé, et cherche du réconfort dans l'interdit. Il transgresse tous les tabous imaginables, détruit la famille de son propre frère et entame une liaison qui ferait frémir les dieux eux-mêmes. Mais le véritable cauchemar ne commence pas avec son infidélité, mais au moment où sa femme, la reine Amestris, l'apprend. Vous découvrirez comment un cadeau imprudent, un manteau somptueux, est devenu l'arrêt de mort de toute une dynastie. Nous dévoilerons les détails de ce jour fatal, l'anniversaire du roi, où, selon une loi ancienne, il n'avait pas le droit de refuser une demande, et comment une femme offensée a usé de ce droit. Ce qu'elle a fait subir à sa rivale, les historiens craignent de le décrire en détail, et les témoins de ces événements en ont perdu la parole d'horreur. Ce n'est pas une simple intrigue de palais, c'est un thriller racontant comment la luxure d'un homme et la cruauté glaciale d'une femme ont noyé la plus grande cour d'Orient dans le sang. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour savoir comment s'est terminée cette danse macabre et pourquoi il n'y a eu aucun vainqueur dans cette histoire. Êtes-vous prêt à regarder l'abîme en face? Alors commençons. Respirez cet air. Le sentez-vous? Ce n'est pas seulement le parfum du santal et des grenades trop mûres qui font la renommée des jardins de Sardes. À travers la douceur des encens orientaux perce une autre odeur, âcre, métallique. C'est l'odeur d'une humiliation colossale, universelle. Imaginez un homme qui, hier encore, ordonnait de fouetter la mer avec des chaînes parce qu'elle avait osé tempêter sans sa permission. Un homme qui menait une armée d'1 million d'hommes pour rayer la Grèce de la surface de la terre. Et aujourd'hui, il est assis sur des coussins de soie à Sardes, et la seule chose qu'il a rayée, ce sont les restes de sa propre réputation. Xerxès est revenu. Mais le roi des rois est resté là-bas, dans les eaux fumantes près de Salamine, parmi les débris de sa flotte. Ici, dans la cage dorée du palais luxueux, seul son ombre est revenu. Aigrie, ennuyée et mortellement dangereuse. Regardez-le. Il n'a pas l'air anéanti, oh que non. Sa barbe est toujours impeccablement bouclée et ointe d'huile. Ses doigts scintillent de bagues, valant le prix de petites villes. Mais regardez ses yeux. Il y a le vide. Ce trou noir qui reste quand on se prend pour un dieu et que le monde vous frappe de plein fouet avec la réalité. Que fait un narcissique quand son « moi » grandiose se fissure? Il ne va pas chez le médecin. Il ne cherche pas de réconfort dans la prière. Il cherche une victime. Il a besoin d'un dopant, une injection urgente de pouvoir pour étouffer la voix dans sa tête qui murmure « Tu as perdu ». Xerxès trouve ce dopant non pas dans le vin, ni dans l'opium, mais dans le fruit défendu, dans une femme qui ne devrait même pas effleurer du regard. Derrière les murs de ses appartements règne le silence. Mais ce n'est pas un silence paisible, c'est un silence où l'on entend les couteaux s'aiguiser. L'empire s'est figé. Les satrapes et les généraux attendent de voir qui sera accusé de la défaite. Xerxès est occupé à chasser. Sa nouvelle cible n'est ni Sparte, ni Athènes, mais la femme de son propre frère, Mazistès. Réfléchissez une seconde. Mazistès n'est pas simplement un frère, c'est le meilleur de ses généraux. Un homme dont la loyauté est plus solide que l'acier de Damas. Un homme qui couvrait les arrières du roi quand les hoplites grecs déchiraient les rangs perses. Et voilà que maintenant, pendant que Mazistès inspecte les troupes,
tentant de recoller les morceaux d'une armée brisée, Xerxès se tient à la fenêtre et dévore des yeux son épouse. Les historiens appelleront cela de l'amour. Ne les croyez pas. Jetez ces contes de fées aux oubliettes. Ce n'est pas de l'amour. C'est une tentative de combler un trou dans l'ego de la taille d'un empire. Xerxès n'a pas besoin de cette femme en tant que personne. Il a besoin de la confirmation qu'il peut encore prendre ce qu'il veut. Que sa parole est loi, même si cette loi piétine les liens du sang. Il a perdu la guerre contre des hommes armés de lances, alors maintenant, il déclenche une guerre contre une femme armée seulement de son honneur. Le palais de Sardes se transforme en théâtre de l'absurde. Imaginez cette atmosphère étouffante. La chaleur fait fondre les pierres. Les serviteurs marchent sans bruit, craignant de lever les yeux. Et le roi, maître de la moitié du monde, se comporte comme un adolescent sadique amoureux. Il inonde la femme de son frère de cadeaux, des coupes en or, des tissus tissés par des artisanes aveugles, des pierres précieuses qui pourraient acheter la loyauté de toute une province. Mais voilà le problème. Elle dit non. Un non ferme, calme, meurtrier. Nous ne connaissons même pas son nom. Hérodote, ce colporteur de rumeurs de l'Antiquité, ne l'a pas conservé, ou peut-être l'a-t-il volontairement effacé pour protéger sa mémoire. Mais son refus résonne plus fort que les trompettes de guerre aplatées. Imaginez la fureur de Xerxès. Il vient de perdre sa flotte, et maintenant, une simple femme ose lui refuser. À lui, l'homme devant qui les peuples se prosternent de l'Indus au Nil. Chaque refus est une gifle. Mais au lieu de reculer, Xerxès ne fait que s'enflammer davantage. Ce n'est plus de la luxure, c'est un principe, c'est une manie. Il voit en elle une forteresse qu'il doit prendre d'assaut, simplement pour se prouver à lui-même qu'il est encore un conquérant. Et où est la reine Amestris pendant ce temps? Oh, ne l'oubliez pas une seule seconde. Pendant que Xerxès joue à ses jeux sordides, Amestris observe. Elle ne fait pas de scène, elle ne brise pas la vaisselle. Elle est assise dans ses appartements et, peut-être, elle brode. L'aiguille entre dans le tissu. En haut, en bas, en haut, en bas. Calmement, en rythme. Son cerveau travaille avec la même méthode. Pensez-vous qu'elle soit jalouse? À peine. La jalousie est le lot des faibles. Amestris ressent quelque chose de bien plus dangereux. Une menace pour son statut. Le déshonneur de son mari est une fissure dans les fondations de son propre trône. Elle sait que si le roi paraît ridicule, l'Empire commence à vaciller. Mais elle se tait. Pour l'instant, elle se tait. Son silence est plus effrayant que les cris de Xerxès. C'est le silence du prédateur qui attend que la proie commette une erreur. Sardes étouffe sous les intrigues. L'air s'épaissit, devient visqueux comme du sang. Les courtisans chuchotent dans les coins, pariant sur la rapidité avec laquelle la femme de Mazistès tombera. Se brisera-t-elle sous le poids de l'or ou sous la menace de la force? Personne n'ose dire au roi qu'il est fou. On ne dit pas la vérité à un tyran si l'on veut garder sa tête sur ses épaules. Tout le monde sourit, hoche la tête et regarde leur maître se transformer de demi-dieu en animal lubrique. Xerxès change de tactique. Si on ne peut pas acheter, peut-on intimider? Non, Mazistès est trop influent. On ne peut pas simplement prendre la femme de son frère sans provoquer une révolte dans l'armée. Xerxès est piégé par ses propres lois et traditions qu'il est censé protéger. Ironie du sort, le monarque absolu se retrouve impuissant face au code moral d'une seule et unique femme. Cela le rend fou. Il ne dort plus. Il boit du vin, mais celui-ci ne l'enivre pas. Il ne fait qu'attiser sa bile. Il regarde la carte de son empire et ne voit que le visage de celle qu'il a refusée.
Cela devient une obsession, une maladie, une psychopathologie du pouvoir. Quand tu as tout, tu cesses d'apprécier ce qui est accessible. Tu as besoin précisément de ce qui se trouve derrière la vitre. Et vous, jusqu'où iriez-vous si vous aviez un pouvoir illimité et un amour-propre blessé? Pourriez-vous vous arrêter en entendant non? Ou la voix du démon intérieur dirait-elle « Je suis le roi, tout m'est permis ». Xerxès ne s'arrête pas. Dans son cerveau enflammé naît un plan monstrueux, pervers, byzantin par sa complexité. S'il ne peut pas avoir la mer, il prendra un autre chemin. Il décide d'attacher cette femme à lui, en la faisant entrer officiellement dans la famille. Il annonce des fiançailles. Un mariage grandiose et dynastique. Son fils, l'héritier du trône, Darius, épousera la jeune Artintée, la fille de Mazistès, la fille de cette même femme que le roi convoite. Comprenez-vous ce qu'il fait? Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une stratégie d'araignée. Il tisse une toile pour attirer l'objet de sa passion dans sa maison, dans son palais, dans ses Suzes. Il utilise ses propres enfants, les enfants de son frère, les liens sacrés du mariage. Tout cela n'est pour lui que des outils, des passe-partout, pour la chambre de la femme qui lui a dit non. La cour pousse un soupir de soulagement. Un mariage, une fête. Enfin, le roi s'occupe des affaires de l'État. Les imbéciles. Ils voient les paillettes dorées, mais ne voient pas la pourriture en dessous. Ils pensent que c'est la fin de la crise. Mais ce n'est que le début de la fin. La caravane se prépare pour le départ vers Suse. Les roues des chars sont graissées, les coffres emballés. Xerxès quitte Sardes. Il laisse derrière lui les cendres de la Grèce, mais emporte avec lui le feu qui réduira sa propre maison en cendres. Il pense être un grand maître jouant un coup de génie. Il ne soupçonne pas qu'en ouvrant les portes de ce mariage, il laisse entrer la mort dans sa maison. Les chariots s'ébranlent. La poussière s'élève au-dessus de la route, cachant le soleil. Dans l'un des chariots, voyage la jeune Artintée, fiancée du prince, pion ne se doutant de rien dans le jeu du vieux débauché. Dans un autre voyage sa mère, pensant avoir sauvé son honneur. Et dans l'ombre du palanquin, voyage Amestris. Elle brode toujours, et le fil dans ses mains est déjà tendu à la limite. Suse les accueille non pas avec fraîcheur, mais avec la chaleur de la catastrophe à venir. Le plan de Xerxès a fonctionné. Toutes les pièces sont sur l'échiquier. Le piège s'est refermé. Mais comme c'est souvent le cas avec les pièges, c'est une toute autre patte que celle chassée par le trappeur qui s'y prendra. Et quand la poussière retombera, il ne restera de la maison de Xerxès que des ruines. Mais pour l'instant, la musique résonne. Le vin coule à flot. Et le roi sourit en regardant la jeune Artintée, dans les traits de laquelle il voit avec une clarté effrayante sa mère. La stratégie de substitution est lancée. Suse a accueilli le cortège royal avec une chaleur étouffante et un calme trompeur. L'ancienne capitale, cœur de l'Empire, où les murs du palais se souviennent des murmures de Cyrus le Grand et des lois de Darius, devait maintenant servir de décor au drame familial le plus sordide de l'histoire de la dynastie. Xerxès est rentré chez lui, non pas en vainqueur, mais comme un homme obsédé par une affaire inachevée. Le refus de la femme de Mazistès était devenu pour lui une écharde dans le cerveau, s'infectant jour après jour. Avez-vous déjà vu comment se comporte un homme habitué à tout obtenir quand on lui dit non? Il ne se résigne pas. Il commence à chercher des voies détournées, brisant les destins de son entourage comme du bois mort. La stratégie choisie par le roi des rois était digne d'un génie pervers. Si la forteresse imprenable n'ouvre pas ses portes, il ne gaspillera pas ses forces en siège. Il achètera simplement les terres autour de la forteresse et empoisonnera les puits. Le mariage de l'héritier du trône, le jeune Darius,
et de la fille de Mazistès, la belle Artintée, fut annoncée avec une pompe capable d'éclipser n'importe quelle défaite militaire. La foule exultait, voyant dans cette union un renforcement de la dynastie. Un cousin épousant sa cousine, une méthode perse classique pour préserver la pureté du sang et l'unité politique. Mais derrière la façade d'apparat, derrière le tintement des coupes en or et les chants rituels, se cachait la mécanique froide et calculatrice d'un prédateur. Regardez ce mariage avec les yeux d'un pathologiste du pouvoir. Xerxès ne marie pas la jeune fille à son fils pour le bonheur des jeunes. Il introduit la fille de sa bien-aimée dans sa maison. Il transplante une fleur d'un jardin étranger dans sa propre chambre, formalisant cela juridiquement comme le mariage de leurs enfants. C'est la bureaucratie du vice. Xerxès signe le contrat de mariage, mais l'encre sur le parchemin n'est pas encore sèche que son regard erre déjà non pas sur les rouleaux, mais sur la silhouette de la fiancée de son fils. Et c'est ici que se produit cette rupture psychologique qui transforme la tragédie grecque en thriller. Le temps passait. La routine de la vie de palais aspirait les participants dans son marécage. Et soudain, Xerxès découvrit une vérité effrayante, mais commode. Pourquoi souffrir pour la mère qui le regarde comme un ennemi, si juste à côté se trouve sa copie conforme, mais plus jeune? Artintée, la fille, la belle-fille. Elle avait tout ce qu'il aimait chez sa mère, mais sans la dureté et les principes d'une femme adulte. La jeunesse est malléable, la jeunesse est sotte, la jeunesse est aveuglée par l'éclat de la couronne. Xerxès opère une substitution d'objets. Les psychologues appellent cela un déplacement. Les historiens appellent cela de l'inceste. Nous appellerons cela du cannibalisme moral. Il commence à dévorer la fille pour se rassasier de l'image de la mère. Imaginez ce moment. Le premier regard, lancé non pas comme un beau-père, mais comme un homme. La première phrase ambiguë, prononcée lors d'un dîner de famille, qui laisse planer un silence gênant, mais dont personne n'ose faire état. L'air dans le palais change. S'il était auparavant électrisé par la haine d'un amant éconduit, il est maintenant devenu poisseux d'un sale secret. Tout le monde voit tout. Les eunuques détournent le regard, les servantes chuchotent dans les buanderies en lavant les draps. Mais le silence est la monnaie avec laquelle on paie sa vie à la cour des Achéménides. Artintée ne résiste pas. Et c'est peut-être le plus terrible. Si sa mère était d'acier, la fille s'est révélée être de cire. Elle a vite compris. L'attention du roi n'est pas une menace. C'est un ascenseur vers le sommet de la chaîne alimentaire. Pourquoi être simplement la femme du prince, qui reste éternellement dans l'ombre de son père, si l'on peut devenir la favorite du soleil lui-même? Le pouvoir est l'aphrodisiaque le plus puissant. Xerxès en usait habilement. Il ne se contentait pas de séduire la jeune fille. Il corrompait son âme, lui montrant que les lois morales sont écrites pour la populace, tandis que pour eux, les habitants des étages supérieurs du palais, seul existe le droit du plus fort. Les liens sacrés du mariage? Pour Xerxès, ce n'est qu'un paravent. Il vient dans la chambre de son fils, non pas en invité, mais en propriétaire de tout ce qui s'y trouve, y compris les êtres vivants. C'est l'ivresse absolue de l'impunité. Il semble tester la solidité de l'univers. Jusqu'où puis-je aller avant que le ciel ne me tombe sur la tête? Il couche avec la femme de son propre fils et, miracle, la foudre ne frappe pas le toit du palais. Le soleil se lève toujours sur Suse. Personne ne fait irruption dans les appartements avec des accusations. Ce silence corrompt plus fort que l'acte lui-même. Xerxès commence à croire en son infaillibilité. Il oublie Sparte, oublie Athènes brûlée, oublie la honte de la flotte. Dans cette chambre étouffante, il est à nouveau vainqueur. Il a conquis ce qu'il voulait. Même si c'est un substitut, même si c'est une substitution, le sentiment de possession est réel. Son ego,
blessé et couvert de cicatrices, reçoit enfin son baume. Mais regardez cette situation sous un autre angle. Que se passe-t-il dans la tête d'Artantée? De pion naïf, elle se transforme en joueuse. Elle sent le pouvoir couler vers elle à travers les touchés du roi. Elle voit la peur dans les yeux des courtisans quand elle passe. Elle comprend. Maintenant, elle est spéciale. Elle est intouchable. Elle est l'élue. Et cette ivresse du pouvoir est plus dangereuse que n'importe quel vin. Une petite fille a reçu une arme chargée entre les mains sans savoir comment s'en servir. Et qu'en est-il du fils du roi, Darius? Il se tait. Peut-être ne sait-il pas. Ou, ce qui est plus probable et plus terrible, il sait, mais préfère ne rien remarquer. Être le fils d'un tyran signifie être aveugle et sourd sur commande. La survie est plus importante que l'honneur. Dans cette maison, la trahison est devenue la norme, la ration quotidienne. Le père trahit le fils, la belle-fille trahit le mari, la nièce trahit la mémoire de sa mère en sautant dans le lit de son persécuteur. Ce n'est plus une famille. C'est un bocal d'araignées qu'on a oublié de nourrir. Et au centre de cette toile se trouve Xerxès, satisfait, repu, sûr d'avoir dupé tout le monde. Il pense contrôler le chaos. L'imbécile. Il ne comprend pas qu'on ne peut pas contrôler le chaos. On ne peut que le retarder. Il a détruit les lois fondamentales de la lignée, et maintenant la structure même de la réalité autour de lui commence à craquer. Mais tant que le tonnerre n'a pas éclaté, le roi savoure son triomphe. Il est généreux, il est gai, il est prêt à jeter le monde entier aux pieds de sa nouvelle maîtresse, car elle lui a donné ce que sa mère lui avait refusé, la soumission. Et dans l'élan de cette gratitude narcissique, dans l'ivresse de la permissivité, il est prêt à lui promettre n'importe quoi, n'importe quelle babiole, n'importe quel caprice. C'est précisément dans ces moments-là, quand le tyran se sent au sommet du monde, qu'il est le plus vulnérable. Il perd sa vigilance, il détache son armure. Il oublie qu'à côté de lui, dans l'ombre, il y a toujours des yeux qui ne clignent pas. Les yeux de celle qui a tissé le tissu même de son pouvoir. Amestris n'a pas disparu. Elle est là. Elle voit la nouvelle favorite. Elle voit comment son mari regarde la gamine. Elle voit comment la gamine commence à lever le nez. Et la reine sourit. Non pas du sourire bienveillant d'une mère, mais du sourire d'un chirurgien qui a enfin localisé la tumeur et prend le scalpel en main. Elle connaît une vérité simple, inaccessible à Xerxès. Pour tous les plaisirs de ce monde, il faut payer. Et la monnaie qu'elle inscrira sur la facture sera bien plus chère que l'or. Pendant que Xerxès murmure des serments d'amour à l'oreille d'Artantée, dans les sous-sols du palais, le destin commence déjà à tisser la toile de la vengeance. Et les fils de cette toile ne sont pas imprégnés de parfum, mais de haine pure et distillée. Le roi pense être le chasseur, mais il n'est que le gibier qui est entré de lui-même dans l'enclos, guidé par la luxure. Le piège est prêt. Il ne reste plus qu'à poser l'appât. Et cet appât sera une chose apparemment tout à fait inoffensive. Un morceau de tissu. Un cadeau. Un de ces soirs où la raison est embrumée par la passion et la langue déliée par la vanité, Xerxès commet une erreur fatale. Il prononce des mots qu'on ne peut retirer. « Demande ce que tu veux ». Une phrase familière, n'est-ce pas? Combien de contes ont mal fini après ces mots? Mais nous ne sommes pas dans un conte. Nous sommes à Suse. Et ici, les désirs ont tendance à se réaliser de la manière la plus monstrueuse. Artantée, enivré par son pouvoir sur le maître du monde, tourne la tête. Son regard ne tombe pas sur des montagnes d'or, ni sur des villes ou des provinces. Son regard tombe sur le manteau jeté sur les épaules du roi. Ce manteau-là, un symbole, un signe.
Xerxès ne sait pas encore qu'en ouvrant la bouche pour répondre, il signe l'arrêt de mort de sa maison. L'inertie de la chute est déjà inarrêtable. Mais avant que le sang ne coule sur le marbre, la demande doit être formulée. Une demande qui transformera la débauche familiale en catastrophe politique. Regardez bien ce tissu. Approchez-vous. N'ayez pas peur, il ne mordra pas, bien qu'il contienne plus de venin que les crocs d'un cobra. Ce n'est pas un simple morceau de matière, c'est un chef-d'œuvre, tissé de fils d'or, de pourpre et de tan. Un manteau multicolore et chatoyant qui a nécessité des mois de travail minutieux. Et ce ne sont pas des esclaves dans des ateliers étouffants qui l'ont tissé. C'est la reine Amestris elle-même qui l'a créé. Imaginez cette scène. La femme la plus puissante de l'Empire, dont la parole peut faire exécuter des satrapes, est assise devant le métier et passe la navette à travers la chaîne. En haut, en bas, en haut, en bas. Chaque nœud est une pensée pour son mari. Chaque motif est une incantation pour la chance, pour la protection, pour le pouvoir. En Perse, un cadeau fait de ses propres mains a une signification sacrée. C'est une partie de l'âme du donneur. Amestris n'a pas simplement remis un vêtement à Xerxès, elle lui a remis sa loyauté, matérialisée dans la soie. C'était son drapeau, avec lequel elle marquait son territoire. Cet homme m'appartient. Et que fait Xerxès? Il enfile cette amulette sacrée, ce symbole d'union conjugale, pour aller voir sa maîtresse. Du cynisme? Oh non, c'est pire. C'est une bêtise fatale, suicidaire. C'est comme si un mari moderne mettait le cadeau de sa femme pour un rendez-vous avec la rivale de celle-ci, mais multipliait cela par l'échelle d'une monarchie absolue, où chaque geste est politique. Xerxès va voir Artinté, rayonnant dans le manteau d'Amestris comme un paon. Il se sent invulnérable. Il a l'impression d'avoir conquis les deux femmes. L'une l'habille, l'autre le divertit. Il s'enivre de sa grandeur. Dans les appartements d'Artinté, l'air est lourd d'encens et de flatterie. La jeune favorite, qui hier encore n'était qu'une nièce, se sent maintenant une déesse. Le roi est à ses pieds. Le roi des rois, le maître de millions d'hommes, la regarde avec des yeux de chiot. Et à ce moment, alors que la raison se noie définitivement dans les hormones, Xerxès prononce ces mots. La phrase tueuse. La phrase qui a détruit des empires plus souvent que la peste. « Demande-moi ce que tu veux », dit-il, affalé sur les coussins. « Je le jure devant les dieux, j'exaucerai n'importe lequel de tes désirs. » Il pense qu'elle demandera des bijoux, peut-être un domaine avec des vignobles, ou un titre pour son père. Il est prêt à payer avec de l'or, car de l'or, il en a des montagnes. Mais il a oublié à qui il a affaire. Artinté n'est pas une politicienne, c'est une gamine gâtée qui a accédé au pouvoir. Elle n'a pas besoin de villes abstraites, elle a besoin d'un triomphe. Elle a besoin de la preuve qu'elle est la femelle dominante de cette fierté. Son doigt se lève et pointe les épaules du roi. « Donne-moi ce manteau, » dit-elle. Silence. Entendez-vous ce bourdonnement dans les oreilles? C'est le bruit du monde de Xerxès qui s'effondre. L'ivresse se dissipe instantanément. Le sang quitte son visage. Il comprend. Oh Dieu, il comprend enfin ce qu'il a fait. Ce n'est pas une simple demande de cadeau. C'est une exigence d'humiliation publique de la reine. Apparaître dans le manteau qu'Amestris a tissé signifie déclarer à toute la cour « J'ai gagné. L'épouse légitime n'est rien, et moi, je suis tout. » C'est une déclaration de guerre. Et pas n'importe quelle guerre. Une guerre avec une femme qui ne perd jamais. Xerxès commence à paniquer. Pour la première fois depuis longtemps, nous ne voyons pas un tyran, mais un misérable marchand essayant de sauver sa peau. « Prends des villes »,
implore-t-il. Prends de l'or. Je te donnerai tant d'or que tu pourras t'acheter ta propre armée. Tu veux commander une armée? Je te donnerai le droit de mener des soldats. Imaginez cette absurdité. Le roi de Perse propose à sa maîtresse le commandement de l'armée, juste pour ne pas donner une robe de chambre. Il lui offre des villes entières, des milliers de vies humaines, les recettes fiscales des provinces, tout, juste pour garder ce maudit morceau de tissu. Parce qu'il sait, les villes, Amestris pardonnera. L'or, elle ne le remarquera pas. Mais le manteau? Jamais. Mais Artantée est implacable. Elle voit la peur dans les yeux du roi, et cette peur ne fait qu'attiser son appétit. Elle comprend. S'il a peur de donner un chiffon, c'est que ce chiffon vaut plus cher que l'or. Cela signifie qu'il détient le vrai pouvoir. Tu as juré, rappelle-t-elle en bouffant capricieusement les lèvres. Tu as donné ta parole de roi. Xerxès est piégé. D'un côté, la colère de sa femme, terrible comme un tremblement de terre. De l'autre, la perte de la face devant sa maîtresse et la violation d'un serment sacré fait devant les dieux. Dans le monde antique, la parole du monarque est une loi physique. Violer un serment signifie admettre sa faiblesse. Xerxès, ce narcissique à l'ego fragile, a plus peur que tout au monde de paraître faible. Il regarde le manteau. Il regarde Artantée. Dans sa tête, la balance oscille, grince. Et finalement, la luxure et l'orgueil l'emportent sur l'instinct de conservation. Il enlève le manteau. À ce moment, l'histoire des Achéménides prend un virage serré vers l'abîme. Il tend le tissu à la jeune fille. Artantée le saisit comme un prédateur saisit sa proie. Elle a gagné. Elle a forcé l'homme le plus puissant de la terre à trahir sa famille pour son caprice. Mais cela ne lui suffit pas. Oh, la bêtise humaine est vraiment sans limite. Si elle avait caché ce manteau dans un coffre, si elle l'avait gardé comme un trophée secret, peut-être aurait-elle vécu une longue vie. Mais Artantée veut la gloire. Elle enfile le manteau sur elle. Elle commence à le porter partout. Elle danse avec devant les miroirs. Elle sort avec devant les serviteurs. Elle porte sur ses épaules le travail de la reine comme un chasseur porte la peau d'un lion tué. Elle exhibe sa victoire, ne comprenant pas qu'elle a en réalité enfilé son linceul. Les rumeurs au palais se répandent plus vite que le feu dans la steppe sèche. Les eunuques chuchotent, les servantes échangent des regards, les gardes baissent les yeux. Tout le monde comprend, c'est une catastrophe. On ne peut pas cacher une chose pareille. On ne peut pas taire cela. C'est un crachat au visage de la hiérarchie. La maîtresse porte les vêtements de l'épouse. La belle-fille porte le cadeau de la belle-mère fait pour le mari. C'est un double, un triple tabou violé, avec le sourire insolent d'une idiote. Et bien sûr, la nouvelle parvient à Amestris. À votre avis, que fait-elle? Crie-t-elle? Pleure-t-elle? S'arrache-t-elle les cheveux? Non. C'est le lot des femmes faibles des drames grecs. Amestris est une fille de la noblesse perse, la dame de fer de l'Orient. Quand on lui rapporte qu'Artantée parade dans son manteau, Amestris ne prononce pas un mot. Elle se fige simplement. Dans ses yeux, il n'y a pas de larmes, seulement un calcul froid. Elle ne blâme pas son mari. Elle considère les hommes comme des créatures primitives, guidées par leurs instincts. On ne peut pas trop leur en demander. Elle ne blâme même pas Artantée elle-même. Que peut-on attendre d'une gamine stupide? Non, sa colère trouve une autre cible, plus profonde, plus logique dans son système de coordonnées pervers. Qui a permis que cela arrive, pense-t-elle? Qui a élevé cette fille? Qui l'a laissée entrer dans le lit de mon mari? La mère, la femme de Mazistès. Cette même femme que Xerxès voulait au départ. Dans le cerveau d'Amestris se forme une chaîne logique monstrueuse,
mais impeccable. Arteinté n'est qu'un outil. Le véritable ennemi est la mère qui, selon la reine, a mis en scène tout ce spectacle pour l'humilier et prendre le pouvoir à travers sa fille. La haine d'Amestris se focalise en un point, comme un rayon de soleil à travers une loupe, prêt à brûler un trou dans la réalité. Elle ne fera pas de scandale maintenant. Non, la vengeance est un plat qui se mange non pas froid, mais congelé au zéro absolu. Elle attendra. Elle a la patience d'un sphinx. Elle sait qu'un jour spécial approche. Le jour où le roi ne pourra rien lui refuser. Le jour où les rôles s'inverseront et où c'est elle, Amestris, qui dictera les conditions. Le manteau sur les épaules d'Arteinté a cessé d'être un tissu. C'est maintenant une mèche qui se consume lentement, s'approchant du baril de poudre placé sous les fondations de la maison royale. Xerxès, en donnant ce cadeau, n'a pas seulement commis une erreur. Il a signé de sa propre main l'arrêt de mort de sa famille. Il pensait avoir acheté l'amour. En réalité, il a acheté un billet pour l'abattoir. Pendant ce temps, Arteinté tourbillonne devant le miroir, admirant les motifs dorés. Le temps commence à compter les derniers jours de paix et de tranquillité. Bientôt, la musique se taira et une toute autre danse commencera. La danse des couteaux. Et quand cette danse commencera, personne ne restera propre. Parce que la haine d'une reine rejetée n'est pas une émotion, c'est un élément naturel. Et elle balayera tout sur son passage. Préparez-vous. Ce que vous verrez ensuite vous fera douter de l'existence d'une âme chez ces gens. Silence. Dans les couloirs du palais de Suse, règne un silence qui donne la chair de poule aux serviteurs. Vous vous attendez probablement à des cris, de la vaisselle cassée, le visage griffé du mari infidèle, l'hystérie d'une femme insultée. Oubliez. Laissez ces scènes bon marché aux compteurs de bazar. Nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire de l'Empire perse. Et ici, la vengeance ne se sert pas chaude, mais glacée comme les sommets de l'Hindou Kush. Amestris, ayant appris que la maîtresse de son mari parade dans son manteau, n'a pas versé une larme. Elle s'est changée en pierre, en statue de Némésis elle-même. Dans sa tête, froide et tranchante comme un rasoir, le tableau s'est instantanément formé. Arteinté est-elle coupable? Pour la reine, cette gamine n'est qu'un récipient vide, un outil. Une enfant stupide n'aurait pas pu imaginer une humiliation aussi sophistiquée toute seule. Non. Derrière le dos de la fille, Amestris voit l'ombre de la mère, la femme de Mazistès. Cette même femme que Xerxès convoitait au départ. Dans la logique perverse d'Amestris, tout se met en place. C'est un complot. La mère utilise la fille pour évincer la reine légitime. Le manteau n'est pas un simple chiffon, c'est l'étendard du coup d'État. Cela signifie que la contre-attaque ne doit pas être portée contre le pion, mais contre la reine adverse. Amestris commence à attendre. Elle a la maîtrise d'un tireur d'élite qui peut rester en embuscade des jours durant sans cligner des yeux. Elle sait que Xerxès a une vulnérabilité. Pas la luxure, non. Sa vulnérabilité, c'est sa grandeur, son attachement au protocole. Il est esclave de ses propres lois. Et il y a un jour dans l'année où ce monarque absolu devient absolument sans défense. Ce jour s'appelle Tukta, l'anniversaire royal. Imaginez l'ampleur de cette fête, le seul jour de l'année où le roi des rois dîne personnellement avec ses sujets. 15 000 convives. Les tables croulent sous les mets apportés des 4 coins du monde. Viande de chameau d'Arabie, huîtres de la Méditerranée, vin vieilli pendant des siècles. Xerxès est assis en bout de table, oint d'huile, rayonnant comme le soleil lui-même. Il est généreux, il distribue des cadeaux, il rit,
Il se sent comme un dieu descendu sur terre. Mais la fête de Tukta a une règle, une coutume sacrée, inviolable, écrite avec le sang des ancêtres. Ce jour-là, le roi n'a pas le droit de refuser une demande. Quiconque a l'honneur de s'adresser au monarque à la table du banquet obtiendra ce qu'il désire. C'est une démonstration de toute puissance. Demande ce que tu veux, mon pouvoir est sans limite. Xerxès adore cette coutume. C'est son moment de gloire, sa façon de flatter sa vanité. Mais cette fois, Amestris est assise à table, et elle ne boit pas de vin. Elle regarde. Le festin bat son plein. L'air est lourd de l'odeur de viande rôtie et d'encens sucré. Les musiciens jouent un air de bravoure. Xerxès, détendu et satisfait, se tourne vers sa femme principale. Il pense que la tempête est passée. Après tout, elle s'est tue tout ce temps. Donc elle a ravalé l'offense? Donc elle s'est résignée? Oh, sainte simplicité d'un idiot narcissique. Avec un large sourire de maître de la vie, il lui demande « Que veux-tu en ce grand jour, ma reine? Demande !» La salle se tait. Des milliers d'yeux sont fixés sur la loge royale. Tous s'attendent à ce qu'elle demande de nouvelles terres, des palais ou des montagnes de pierres précieuses. Amestris pose lentement sa coupe sur la table. Le bruit du métal contre le bois sonne comme le coup d'un marteau de juge. Elle lève les yeux vers son mari. Il n'y a pas d'amour, pas de haine. Il n'y a que l'abîme. « Donne-moi la femme de Mazistès, » dit-elle. Le sourire glisse du visage de Xerxès comme le plâtre d'un mur lors d'un tremblement de terre. Il n'en croit pas ses oreilles. Il s'attendait à tout. Une demande d'exécution d'Artinté, une demande d'exil de la rivale, mais la femme de son frère. Une femme qui n'y est pour rien. Une femme qui vit discrètement et vertueusement. « Pourquoi la veux-tu » balbutie le roi, sentant une sueur froide couler sous sa robe brodée. Amestris ne hausse pas la voix, et n'en a pas besoin. Elle le tient à la gorge par le simple fait de la demande publique. « Tu as juré », rappelle-t-elle. « La loi de Tukta est sacrée. Donne-la-moi. » Xerxès comprend. Il est dans un piège. Un piège brillant et doré qu'il a lui-même construit avec ses traditions. S'il refuse, il violera une coutume ancienne devant toute la noblesse perse. Il montrera que la parole du roi ne vaut rien, qu'il est un menteur et un parjure. Pour un despote oriental, perdre la face est pire que perdre une province. Mais donner la femme de son frère... Il sait ce qu'Amestris fera d'elle. Il n'est pas idiot. Il voit ce regard. C'est un arrêt de mort. Et pas simplement la mort. Ce sera quelque chose qui fera frémir même les démons. De plus, Mazistès est son frère le plus fidèle. Le trahir signifie détruire la famille définitivement. Xerxès tente de négocier. La scène se répète comme un mauvais rêve. Récemment, il offrait des villes à sa maîtresse pour sauver un manteau. Maintenant, il offre des villes à sa femme pour sauver une personne. « Prends de l'or », chuchote-t-il en se penchant vers elle pour que les invités n'entendent pas son humiliation. « Prends le trésor. Prends n'importe quelle autre femme. Pourquoi la veux-tu? Elle est innocente. » Il n'y a pas d'innocent, lit-on dans les yeux d'Amestris. Il n'y a que ceux qui se trouvent sur mon chemin. Elle est inflexible. Elle se tient droite, majestueuse et terrible, incarnation de l'inéluctable. Elle sait qu'elle gagnera. Elle a calculé ses coups avec 10 ans d'avance. Xerxès est faible. Sa vanité est plus forte que sa conscience. Il ne pourra pas dire non devant 15 000 témoins. Regardez ce duel. Ce n'est pas un combat à l'épée, c'est une bataille de volonté. Xerxès perd. Il regarde ses généraux, ses satrapes, les ambassadeurs. Ils attendent.
Ils ont soif de l'attraction de la générosité royale. Ils ne savent pas que le sort, non pas d'une femme, mais de toute une dynastie, se joue en ce moment. Xerxès craque. Entendez-vous ce craquement? C'est la colonne vertébrale de sa morale qui se brise. Il hoche lentement la tête. Prends-la, expire-t-il. Un mot. Et la vie d'une personne est vendue pour le respect de l'étiquette. Amestris ne sourit même pas. Le triomphe, pour elle, n'est pas une émotion, c'est un fait accompli. Elle se lève et quitte la salle de banquet. Elle a obtenu son cadeau. Maintenant, elle a du travail. Et Xerxès reste assis. Le vin dans sa coupe ressemble à du sang. La fête continue, la musique joue, les invités rient, ne se doutant pas qu'en ce moment même, pendant qu'il mâche des pans rôtis, la garde royale galope déjà vers la maison de Mazistès. Xerxès essaie de sourire, mais son visage ressemble au masque d'un mort. Il vient de trahir son frère pour garder la face devant une foule de courtisans ivres. Il pense que le pire est derrière lui, qu'il s'en est tiré à bon compte, qu'Amestris humiliera simplement sa rivale, peut-être lui coupera les cheveux ou l'enverra en exil. Il ne comprend pas qu'il a livré une brebis innocente aux pattes d'une créature qui a oublié depuis longtemps ce qu'est la miséricorde. Cette nuit-là, à Suse, personne n'a dormi tranquille. Même l'air semblait électrisé par le pressentiment du malheur. Les gardes envoyés par Amestris ont fait irruption dans la maison de la femme de Mazistès calmement, de manière professionnelle. Aucune explication, seulement l'ordre du roi. La femme a été arrachée de son lit, arrachée à ses enfants. On ne la conduit pas au cachot. On la conduit dans les appartements personnels de la reine, là où les murs sont épais et où les cris ne s'entendent pas de l'extérieur. Amestris attend déjà. Les instruments sont disposés. Non, pas les pinces de torture du bourreau, ce serait trop grossier, trop masculin. La reine a sa propre approche de la destruction. Elle veut détruire non pas le corps, mais l'image, la beauté. Ce qui, selon elle, a été la cause de tous les malheurs. Les portes se ferment. Derrière elle, commence ce que l'histoire retiendra comme l'un des actes de vengeance féminine les plus monstrueux. Xerxès continue de boire à sa fête, essayant de noyer sa conscience dans le vin. Et dans une autre aile du palais, commence la chirurgie de la haine. Nous ne regarderons pas, mais nous entendrons. Et ce qui sortira de ces portes au matin ne sera plus un être humain. Ce sera un message vivant, respirant, mutilé, à tous ceux qui oseront se mettre en travers du chemin d'Amestris. Le piège s'est refermé et les dents d'acier se sont plantées dans la chair. Le soleil se lève sur Suse. D'habitude, l'aube en Perse est le moment des prières et de la fraîcheur. Mais aujourd'hui, les premiers rayons du soleil n'éclairent pas le réveil de la ville, mais la fin d'un cauchemar. Les portes des appartements de la reine Amestris s'ouvrent. Avez-vous déjà vu comment se brise le psychisme de vétérans endurcis? Devant les portes se tenaient des gardes du corps des immortels. Ce sont des hommes qui ont traversé le feu et l'eau, qui ont marché sur des cadavres dans le défilé des Thermopyles, qui ont vu des villes brûler et des flottes couler. Il est impossible de les surprendre avec la mort. La mort est leur métier. Mais quand les portes se sont ouvertes et que les gardes ont vu ce qui se trouvait à l'intérieur, ils ont reculé. L'un d'eux, un guerrier grisonnant avec une cicatrice en travers du visage, s'est détourné et a mis la main devant sa bouche pour retenir son vomi. Un autre s'est simplement figé, blanc comme un linge, et a laissé tomber sa lance. Le bruit du métal sur la pierre dans le silence de mort a résonné comme un glas funèbre. Parce qu'on n'a pas sorti un cadavre.
Si ça avait été encore mort, cela aurait été une miséricorde. Amestris n'offre pas de miséricorde. Des portes est sorti, ou plutôt a été porté, un message vivant, respirant, palpitant. La femme, qu'hier encore Xerxès qualifiait de plus désirable de l'Empire, a cessé d'exister. Non, son cœur battait toujours. Ses poumons aspiraient encore l'air. Mais il n'y avait plus de personnalité. Amestris n'avait pas simplement ordonné de faire souffrir. Elle avait abordé la chose comme un sculpteur travaillant à l'envers. Elle avait coupé tout le superflu. Et le superflu, selon elle, était tout ce qui rendait cette femme belle, tout ce qui attirait le regard du roi, tout ce qui constituait son apparence humaine. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Votre imagination les dessinera plus terriblement que n'importe quel mot. Il suffit de dire que la beauté a été effacée de son visage avec une cruauté chirurgicale et glaciale. Là où se trouvaient les traits qui rendaient les hommes fous, il n'y avait plus qu'un masque sanglant, une ruine, une catastrophe de chair. Amestris avait détruit son nez, ses oreilles, ses lèvres, sa langue. Elle avait transformé un visage humain en un vide hurlant. Réfléchissez à la psychologie de cet acte. Pourquoi l'a-t-elle laissé en vie? Tuer une rivale est banal. Les morts deviennent des martyrs. On plaint les morts. On compose de belles légendes sur les morts. Amestris voulait autre chose. Elle voulait transformer l'objet du désir en objet de dégoût absolu, animal. Xerxès voulait cette femme. Bien, qu'il la regarde maintenant. Qu'il essaie d'éprouver de la luxure en regardant ce gâchis. C'était une sorte de thérapie de choc, un traitement barbare de la libido royale. Mais ce n'était pas seulement un message pour le mari, c'était un manifeste pour toute la cour, écrit avec du sang, sur une toile vivante. « Regardez », disait Amestris, par chaque cicatrice sur le corps de la victime. « Regardez et retenez. Voici le prix de l'ambition. Voici ce qui arrive à ceux qui pensent pouvoir jouer au trône sans connaître les règles. Vous pouvez être la favorite du roi, vous pouvez être la mère de la future reine, vous pouvez être innocente comme un agneau, je m'en fiche. Si vous vous mettez en travers de mon chemin, je ne vous tuerai pas simplement. Je transformerai votre vie en un enfer, comparé auquel la mort semblera un cadeau. » On chargea la victime sur une civière. Il y avait beaucoup de sang, mais les médecins d'Amestris connaissaient leur métier. Ils ne l'ont pas laissé se vider de son sang. La femme devait vivre. Elle devait ressentir chaque seconde de sa nouvelle existence. On l'a renvoyée chez elle. Imaginez ce trajet. Les rues matinales de Suse, les marchands qui se réveillent, les passants occasionnels. La civière n'est pas fermée. Amestris voulait qu'on voie cela. Les gens s'écartaient. Les femmes couvraient les yeux des enfants. Le murmure de l'horreur rampait dans la ville plus vite que la peste. C'était de la terreur à l'état pur, du terrorisme d'État dirigé vers l'intérieur de sa propre élite. Xerxès, le roi des rois, dormait probablement encore après sa nuit d'ivresse, ou souffrait de la gueule de bois, essayant de ne pas penser à ce qu'il avait fait. Il s'était racheté. Il avait payé le prix. Il pensait que l'incident était clos. Dans sa bêtise naïve, il supposait qu'Amestris se limiterait à l'humiliation, peut-être à l'exil. Il ne comprenait pas qu'il vivait avec un monstre qui le surpassait en cruauté des dizaines de fois. Xerxès était cruel par faiblesse et par peur. Amestris était cruel par force et par conviction. Quand Xerxès verra les conséquences de sa lâcheté, que ressentira-t-il? De la pitié? De l'horreur? Ou peut-être du soulagement que cette colère ne se soit pas abattue sur lui?
Les tyrans sont des êtres égoïstes. Très probablement, sa première pensée sera « Dieu merci, ce n'est pas moi ». Mais sa deuxième pensée sera la peur. Une peur animale devant la femme qui partage son lit. Il comprendra que dans sa propre maison, il y a une force qu'il ne contrôle pas. Et cette force vient de démontrer ses capacités. Pendant ce temps, la civière approche de la maison de Mazistès. Mazistès, le frère du roi, héros de guerre, homme d'honneur. Il n'était pas à ce banquet, où il est parti plus tôt, fatigué de l'hypocrisie de la cour. Il attend le retour de sa femme. Peut-être s'inquiète-t-il. La garde royale l'a emmené dans la nuit, ce n'est jamais bon signe. Mais il se rassure. Xerxès est son frère. Ils sont du même sang. Le roi est un despote, certes, mais il ne franchira pas la ligne. Il ne fera pas de mal à un membre de la famille. Il y a bien des limites, non? Il y a bien des lois divines, des lois de l'hospitalité, des lois de la parenté. Mazistès se tient aux portes de son palais. Il entend les pas de la garde. Il voit la procession. Son cœur rate un battement. Pourquoi sont-ils si silencieux? Pourquoi les médecins s'agitent-ils autour de la civière? Il fait un pas en avant. Les gardes s'écartent. Dans leurs yeux, ils ne voient pas le respect habituel envers le général, mais de la pitié. Une pitié poisseuse, humiliante. Il baisse les yeux, incapable de croiser son regard. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demande Mazistès. Sa voix tremble, bien qu'il essaie de garder contenance. Personne ne répond. On lui montre simplement la civière. Mazistès s'approche. Sa main se tend vers la couverture, dont on a tant bien que mal recouvert le corps mutilé. Le temps ralentit. À cette seconde, ce n'est pas seulement la vie d'une famille qui s'effondre. À cette seconde, la loyauté s'effondre. L'empire s'effondre. Parce que ce que Mazistès verra sous cette couverture détruira en lui le frère et fera naître le vengeur. Il soulève le tissu. Le cri qui devait s'échapper de sa poitrine reste coincé dans sa gorge. Son cerveau refuse de traiter l'information visuelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sa femme, c'est un morceau de viande d'une boucherie. Mais il reconnaît les yeux. Ces mêmes yeux, pleins d'une douleur folle et d'une question muette. Pourquoi? Et dans ses yeux, il voit le reflet de son frère. Le reflet de Xerxès. Ce n'est pas un bourreau qui a fait ça. C'est le roi. Par son inaction, par sa luxure, par sa lâcheté. Xerxès ne tenait pas le couteau, mais c'est bien lui qui a guidé la main d'Amestris. Mazistès tombe à genoux près de la civière. Mais il ne pleure pas. Les larmes sont de l'eau. Et ici, il faut du sang. Au fond de lui, au plus profond de son âme, où vivait la dévotion au trône, quelque chose se rompt avec un craquement sonore. À cette seconde, le général meurt. Le rebelle naît. Et au palais, Amestris lave calmement le sang de ses mains. Elle regarde son reflet dans un miroir d'argent et arrange sa coiffure. Pour elle, la matinée ne fait que commencer. Elle a mis de l'ordre. Elle a éliminé la menace. Elle a montré à tous qui est le maître dans la maison. Elle pense avoir gagné. Elle ne sait pas qu'en détruisant une femme, elle a créé un ennemi qui n'a plus rien à perdre. Et cet ennemi a sous ses ordres la meilleure cavalerie d'Asie. Le vent change. Ils ne sont plus l'encens. Maintenant, ils sentent distinctement la guerre civile. Sentez-vous cette odeur? C'est l'odeur des ponts qui brûlent. Xerxès pensait avoir acheté la tranquillité au prix de la vie d'une femme. En réalité, il vient de vendre sa couronne. L'affaire est conclue, la marchandise est livrée. Mais la facture reste à payer. Et le paiement ne sera pas prélevé en or,
mais en tête de file. Pendant que dans une aile du palais, la reine Amestris donnait sa monstrueuse leçon d'anatomie, dans l'autre aile, le roi Xerxès tentait de sauver son empire de la guerre civile. Pensez-vous qu'il priait? Ou qu'il s'arrachait les cheveux de remords? Non. À ce moment, Xerxès agissait comme un fonctionnaire typique ayant détourné des fonds et essayant de brouiller les pistes avant l'arrivée de l'inspection. Sauf qu'au lieu d'un budget volé, il avait sur les bras la femme de son frère vendue, et au lieu d'un inspecteur, son propre frère, Mazistès, un homme derrière qui se tenait l'armée et l'amour du peuple. Le roi comprenait parfaitement. Ce qui se passe actuellement dans les appartements de son épouse ne peut être caché. On ne peut pas simplement dire « elle est tombée sur un couteau 20 fois ». C'est une déclaration de guerre. Et la seule façon d'empêcher la révolte est de briser Mazistès avant qu'il ne voie en quoi on a transformé sa femme bien-aimée. Xerxès décida d'agir préventivement. Il avait besoin d'un complice. S'il forçait son frère à renoncer lui-même à sa femme, toute la faute retomberait sur des querelles familiales, et non sur l'arbitraire royal. Xerxès convoque Mazistès. Imaginez cette scène. La salle du trône est vide. Pas d'oreilles indiscrètes, seulement 2 frères. L'un est un souverain tout-puissant, mais tremblant de peur. L'autre est un général ne se doutant de rien, qu'on vient d'arracher à l'inspection des troupes. L'air entre eux n'est pas seulement tendu, il est toxique. Xerxès sourit, mais ce sourire ressemble plus à une crampe. Il tourne nerveusement sa bague au doigt, cherchant ses mots. Comment dire à un homme que l'on vient de livrer son épouse au supplice, tout en restant un bienfaiteur à ses yeux? « Mazistès », commence Xerxès, essayant de rendre sa voix ferme. « Tu es le fils de Darius, mon propre frère. Tu m'es cher. » Introduction classique du manipulateur. D'abord loué, ensuite frappé. Écoute-moi. Cette femme avec qui tu vis, elle ne te convient pas. Quitte-la. Mazistès regarde le roi avec incompréhension. De quoi parle-t-il? Quitter sa femme? La mère de ses fils adultes? La femme qu'il aime plus que sa vie? Cela sonne comme le délire d'un fou. En échange, continue Xerxès en augmentant la mise, je te donne ma propre fille. Épouse-la. Elle est jeune, elle est de sang royal. Divorce de ta femme. Elle me déplaît. Réfléchissez au cynisme de cette proposition. Xerxès essaie de corrompre son frère avec sa propre fille. Il commerce ses enfants comme du bétail au marché. Il pense que tout problème peut être résolu par le troc. Donne-moi la vieille femme, reçois un modèle neuf et amélioré. Pour Xerxès, les gens sont des objets. Si l'objet est cassé ou devient inconfortable, on le jette et on en prend un autre. Il ne comprend sincèrement pas pourquoi Mazistès se tait. N'est-ce pas un don généreux? Une princesse de sang en échange d'une femme quelconque? Mais Mazistès est un homme d'une autre trempe. Il est fait de ce matériau qui est devenu rare en Perse, l'honneur. Il écoute son frère et n'en croit pas ses oreilles. « Souverain », dit-il doucement, et dans sa voix résonne l'acier. « Quels sont ces étranges discours? Tu m'ordonnes de quitter la femme qui m'a donné de beaux fils et filles? Une femme qui me plaît? Et de prendre ta fille? Non. » Ce non frappe Xerxès plus fort qu'une lance grecque. On lui refuse pour la 2e fois dans cette histoire. D'abord la mère, maintenant le mari. Personne ne veut jouer selon ses règles. Personne ne veut être un pion dans son jeu malade. « Je ne ferai pas cela », déclare fermement Mazistès. « Ne m'y force pas. Garde ta fille pour un autre mari. Et moi je resterai avec celle qui m'a été donnée par le destin. » Il essaie de partir dignement. Il parle doucement, mais fermement.
Nous sommes toujours frères. Ne me force pas à choisir entre le devoir et le cœur. Il ne sait pas qu'il n'y a plus de choix. Il ne sait pas que pendant qu'il parle, son destin se vide déjà de son sang entre les mains des bourreaux. Et là, le masque du monarque vertueux tombe du visage de Xerxès. Le refus de son frère fait exploser sa paranoïa. Il perçoit la fidélité de Mazistès envers sa femme comme une insulte personnelle, comme une révolte. « Tu regretteras ces mots », crie le roi, sa voix montant dans les aigus. « Tu n'auras pas ma fille, mais tu ne vivras plus non plus avec celle à qui tu t'accroches tant. Tu comprendras ce que signifie contredire le roi. » Ce n'est pas une simple menace, c'est une sentence. Xerxès, furieux, abat ses cartes. Il avoue en fait « J'ai déjà détruit ce que tu aimes. » Mazistès se fige. Le sens des paroles de son frère lui parvient. Une vague froide d'horreur le submerge de la tête aux pieds. Il comprend. L'irréparable s'est produit. Il ne perd pas de temps en révérence. Il fait demi-tour et court. Le général s'enfuit de la salle du trône, violant tous les protocoles imaginables. Il ne court pas comme un courtisan, mais comme un mari qui sent le malheur. Il fait irruption dans sa maison, et là, il trouve la réponse à toutes ses questions. Ce qu'il voit brise sa réalité. Nous avons déjà parlé de cette horreur, mais imaginez-la avec les yeux d'un mari aimant. Il a laissé à la maison une femme épanouie et est revenu vers des ruines ensanglantées. Amestris ne l'a pas tuée, oh non, elle a fait pire. Elle l'a laissé comme un rappel vivant de qui détient le pouvoir ici. À cette seconde, Mazistès cesse d'être le frère du roi. Les liens du sang brûlent dans les flammes de la haine. Il ne voit plus en Xerxès son souverain. Il voit un animal enragé qu'il faut abattre. Mais il n'est pas idiot. Il comprend. Là, tout de suite, au centre de Suse, il est impuissant. S'il lève l'épée ici, il sera tué dans la minute, et avec lui ses fils. Il faut un plan. Il faut une armée. Il faut une base. La Bactriane. Ce mot s'allume dans son esprit comme un phare. Mazistès est satrape de Bactriane. C'est la province la plus riche de l'Est, une terre de guerriers rudes qui adorent leur gouverneur. Les Bactriens et les Sakas sont l'élite de la cavalerie. S'il arrive là-bas, s'il lève l'étendard de la révolte, toute la partie orientale de l'Empire se rangera sous ses bannières. La Perse se fendra en deux. Et lui, Mazistès, a une chance réelle de renverser son frère fou et de venger sa femme. Une course contre la montre commence. Chaque minute de retard est une mort. Mazistès agit vite et durement. Pas de larmes, pas d'adieu. Il rassemble ses fils, de jeunes guerriers forts qui, voyant leur mère, ont eux aussi soif du sang de leur oncle. Il rassemble sa garde personnelle, ces quelques hommes à qui l'on peut faire confiance dans ce nid de vipères. « Nous partons !» lance-t-il. Ce n'est pas la fuite des lâches, c'est la retraite tactique du prédateur qui s'en va dans l'ombre pour préparer son bond. Ils scellent les chevaux. Ils ne prennent que des armes. L'or, les vêtements, le luxe, tout reste. C'est du lest. Maintenant, leur monnaie, c'est l'acier. Mazistès fait sortir son petit détachement par les portes de Suse. Il regarde le palais dominant la ville une dernière fois. Là-bas, derrière les hauts murs, Xerxès boit probablement encore du vin, essayant d'étouffer sa peur. Là-bas est assise Amestris, satisfaite de son travail. Il pense avoir gagné. Il pense que Mazistès ravalera l'offense, comme l'aurait ravalé n'importe quel autre courtisan lèche-botte. Il se trompe. La poussière s'élève sous les sabots.
Le détachement part vers l'est, vers le soleil levant. Il y a des milliers de kilomètres jusqu'à la Bactriane. Mais la haine est un carburant plus puissant que n'importe quelle fatigue. Mazistès chevauche en silence. Dans ses oreilles, ce n'est pas le sifflement du vent, mais les gémissements de sa femme. Dans ses yeux, ce n'est pas la route, mais l'image de ce qu'on lui a fait. Xerxès reçoit un rapport au palais. Mazistès a quitté la ville. Il ne s'est pas résigné. Il n'a pas accepté les conditions. Il est parti. Et il n'est pas parti seul, mais avec ses fils et sa garde. Le roi est pris de sueur froide. Il réalise enfin toute l'ampleur de la catastrophe qu'il a créée de ses propres mains. Si Mazistès atteint la Bactriane, c'est la fin. C'est une guerre civile dans laquelle Xerxès, avec son autorité minée après la honte grecque, n'a pas beaucoup de chance. La Bactriane, c'est la force. La Bactriane, c'est la révolte. Xerxès comprend. Il ne peut pas laisser son frère arriver. Les sentiments fraternels, oubliés. C'est désormais une question de survie. Le roi des rois donne l'ordre qui le transforme définitivement en Caïn. Il appelle ses meilleurs assassins. L'armée doit rattraper un homme. Toute la puissance de l'Empire doit être jetée pour arrêter une poignée de cavaliers. La route vers l'Est se transforme en ligne de front. Mazistès galope pour la justice. Xerxès lance la poursuite pour son pouvoir. Qui gagnera cette course? Et quel sera le prix que la dynastie paiera pour cette nuit des longs couteaux, s'étirant sur des centaines de kilomètres de route? L'air tremble de tension. L'histoire retient son souffle. Le frère s'est levé contre le frère. Et la raison n'est ni la politique, ni la terre, ni l'argent. La raison est l'ego blessé d'un homme et la cruauté froide d'une femme. Bienvenue dans l'enfer qu'ils se sont construits eux-mêmes. La course a commencé. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle vitesse se déplace la peur? Cette nuit-là, elle se déplaçait plus vite que les meilleurs coursiers arabes des écuries royales. La route de la Bactriane s'était transformée en une artère par laquelle pulsait le poison de la guerre civile. Mazistès et ses fils galopaient loin de Suse, épuisant les chevaux, sans se retourner, animés par un seul but, survivre et revenir l'épée à la main. Ils n'étaient pas de simples fugitifs, ils étaient des torches vivantes, prêtes à embraser les provinces orientales de l'Empire. Xerxès, resté dans la cage dorée de son palais, le comprenait parfaitement. L'ivresse s'était dissipée définitivement, laissant place à une paranoïa glaciale, cristalline. Il regardait la carte, la Bactriane, terre de vent rude et d'hommes encore plus rudes. La satrapie gouvernée par Mazistès. Si son frère y arrive, s'il se tient devant ses légions et leur montre la tunique ensanglantée de sa femme, l'Empire se fondra. Ce n'est plus une querelle de famille. C'est une catastrophe géopolitique qui tic-tac comme une bombe. À cette seconde, Xerxès prend une décision qui efface définitivement l'humain en lui pour ne laisser que la fonction. La fonction tyran. Il ne peut pas s'offrir le luxe des sentiments fraternels. Il ne peut pas s'offrir le doute. La logique du pouvoir dicte le seul coup possible. L'anéantissement total. Pas simplement arrêter, rayé de la surface de la terre. Ce n'est pas une patrouille de garde qui part en chasse, c'est un détachement punitif qui part. L'élite, des hommes sans visage et sans nom, dont la loyauté est achetée par l'or et la peur. Ils ont un ordre simple. Personne ne doit arriver en Bactriane. Ni Mazistès, ni ses fils, ni les serviteurs. Personne. Cela s'appelle
un nettoyage sanitaire. Quand la gangrène touche un membre, on ne la soigne pas avec des cataplasmes, on l'ampute. Xerxès, le visage déformé par l'horreur et la détermination, lève la hache sur son propre sang. Imaginez ce rythme effréné de la poursuite. Le bruit des sabots se fondant en un grondement unique. La poussière qui obstrue les poumons. Le soleil qui brûle sans pitié. Mazistès est un guerrier expérimenté. Il sait comment échapper à une poursuite. Mais il est encombré par sa famille. Il essaie de sauver ses enfants. Et les poursuivants n'ont pas de fardeau, à part le poids de l'ordre. Ils volent, comme des chiens de chasse ayant senti l'odeur de la bête blessée. L'écart se réduit, kilomètre après kilomètre. L'espoir fond comme un mirage dans le désert. Et là, quelque part sur un tronçon de route sans nom, loin des yeux du monde, le piège se referme. Ce ne fut pas une bataille héroïque digne des chants d'Escalde. N'attendez pas la description d'un duel à l'épée sous une musique grandiloquente. C'était une boucherie, sale, rapide et efficace. Les tueurs royaux rattrapent le détachement de Mazistès. La supériorité numérique est écrasante. Mazistès, le général passé par l'enfer des guerres grecques, livre son dernier combat. Il ne se bat pas pour le roi, pas pour la gloire, mais pour la vie de ses garçons. Mais que peut faire un lion contre une meute de chacals? Il l'encercle. L'anneau se resserre. Cliquetis de l'acier, cris des chevaux, coups sourds. Et c'est là que se produit le plus terrible. L'ordre de Xerxès était spécifique. Pas seulement tuer le frère, tuer tout le monde. Les fils de Mazistès sont les graines de la vengeance. Si on en laisse ne serait-ce qu'un seul en vie, dans 10 ans, il reviendra chercher la tête de son oncle. La logique dynastique est impitoyable. Quand on coupe l'arbre, on arrache aussi les racines. Imaginez l'horreur d'un père qui voit comment on tue ses enfants. Xerxès lui a pris sa femme, détruisant son âme et son corps. Maintenant, il lui prend son avenir. La dernière chose que voit Mazistès dans cette vie n'est pas le ciel de Perse, mais la fin de sa lignée. On le tue en sachant qu'il est déjà mort à l'intérieur. Le silence tombe sur la route. La poussière retombe. Tout est fini. Le satrape de Bactriane, frère du roi des rois, héros de l'Empire, gît dans la boue du chemin, mêlé à ses fils et à ses serviteurs fidèles. Il n'y a ni témoin, ni juge. Seul le vent qui disperse l'odeur du sang. Les tueurs font leur travail jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas revenir les mains vides. Il leur faut des preuves. Ils ramassent les trophées, des trophées terribles qu'il faut présenter aux commanditaires pour recevoir la récompense. À Suse, Xerxès attend. Il ne dort pas. Il marche dans ses appartements, tressaillant au moindre bruissement. Il a peur. Il n'a pas peur de son frère, mais du fait que son frère survive. Il sait, si Mazistès est parti, alors les jours de Xerxès lui-même sont comptés. Mais voilà que de la poussière apparaît à l'horizon. Les cavaliers reviennent. Ils vont lentement, les chevaux sont épuisés. Un messager entre dans la salle du trône. Il ne dit pas un mot. Il dépose simplement aux pieds du roi l'épreuve. Xerxès regarde. Et à ce moment, il expire. Le trône est sauvé. Il n'y aura pas de révolte. La Bactriane restera loyale, recevant un nouveau gouverneur obéissant. L'Empire est stable. Le prix? Seulement la vie de son propre frère et de ses neveux. Seulement l'âme du roi lui-même qui a définitivement noirci. Regardez-le maintenant. Il a gagné. Mais regardez ses yeux. Il n'y a pas de triomphe. Il n'y a qu'une solitude infinie.
glacial. Il a tué la seule personne qu'il aimait, simplement parce qu'ils étaient du même sang, et non parce qu'il avait une couronne. Mazistès était son soutien, son bouclier, son ombre. Maintenant, Xerxès se tient seul au sommet du monde, entouré de vide. Il pense avoir éliminé la menace. Il pense qu'en tuant son frère, il s'est mis en sécurité. Quelle ironie! En réalité, il vient de faire sauter la dernière brique des fondations de sa maison. La cour voit tout. Les généraux, les eunuques, les satrapes observent. Ils ont vu comment le roi a traité le plus fidèle de ses hommes. Et quelle conclusion en tire-t-il? S'il n'a pas épargné son propre frère, nous épargnera-t-il, nous? La loyauté meurt au moment où la tête de Mazistès tombe sur le sol. Elle est remplacée par le calcul froid. La peur est un mauvais ciment pour construire un empire. Il s'effrite. L'entourage de Xerxès comprend. Servir cet homme est dangereux. Lui être fidèle est mortel. La seule façon de survivre sous un tel dirigeant est de frapper le premier. Le sang de Mazistès n'a pas encore séché sur les mains du roi que déjà, dans les coins sombres du palais, les ombres commencent à chuchoter. Xerxès a verrouillé les portes, posté la garde et pense être en sécurité. L'imbécile. Il ne comprend pas que la vraie menace n'est pas en Bactriane. La vraie menace est ici, juste dans son dos, dans sa propre chambre à coucher, dans les yeux de ceux qui lui servent le vin. L'acte fratricide a été le signal. Les limites sont levées. Le code moral de la dynastie des Achéménides est déchiré en lambeaux. Maintenant, tout est permis. Si le roi est un boucher, pourquoi ses sujets devraient-ils être des saints? L'atmosphère au palais change. Elle devient étouffante, putride. C'est l'odeur de la décomposition. À l'extérieur, tout brille. Or, soie, sourire. Mais à l'intérieur, l'organisme de l'Empire est déjà mort. Xerxès s'est transformé en paranoïaque qui s'écarte de sa propre ombre. Il voit des traîtres dans chaque miroir, et le plus terrible, c'est qu'il a raison. En éliminant l'ennemi extérieur, il en a engendré des milliers à l'intérieur. L'histoire de Mazistès s'est terminée dans la poussière du chemin. L'histoire de la chute de Xerxès ne fait qu'entrer dans sa phase finale, la plus sanglante. Il pensait avoir nettoyé le terrain. En réalité, il a simplement fertilisé le sol pour les graines du complot, qui germeront plus vite qu'il n'aura le temps de laver le sang de ses mains. Entendez-vous ce bruissement? Ce n'est pas le vent. Ce sont ceux qui juraient hier encore une fidélité éternelle qui aiguisent leurs poignards. L'agonie du pouvoir a commencé. Le silence qui a suivi le meurtre de Mazistès était trompeur. Ce n'était pas le calme qui vient après la tempête. C'était le silence de mort d'une crypte, en laquelle s'était transformé le palais royal. Xerxès, enfermé dans ses appartements, supposait avoir résolu tous les problèmes. Il avait éliminé le frère, qui pouvait devenir un rival. Il avait intimidé la cour, montrant qu'il n'y avait pas d'intouchable. Il pensait que la peur était le fondement le plus solide pour le trône. Quelle erreur fatale! La peur est un acide. Si on en verse trop, elle ronge le récipient dans lequel elle est conservée. Regardez ce palais maintenant. Extérieurement, tout est resté pareil. Les gardes en armure dorée sont à leur poste, les eunuques portent des plateaux de fruits, les scribes font grincer leurs plumes, enregistrant les impôts. Mais sous cette surface brillante, se déroule un processus irréversible de pourrissement. L'Empire achéménide, ce colosse qui tenait la moitié du monde dans son poing, meurt de l'intérieur. Et il ne meurt pas sur les champs de bataille, mais ici, dans les couloirs sombres de Suse.
L'élimination de la menace extérieure n'a fait que révéler le vide intérieur. La cour, cette meute de prédateurs sensibles, a instantanément capté le changement d'odeur. Auparavant, Xerxès sentait la force et le droit divin. Maintenant, il sent la folie et la faiblesse. En tuant l'homme le plus fidèle, son frère, le roi a rompu le contrat tacite avec l'élite. Si on peut tuer Mazistès, héros et parent, alors qui est en sécurité? Les satrapes échangent des regards. Les généraux gardent la main sur la poignée de leur épée un peu plus fermement que nécessaire. La loyauté qui cimentait la dynastie depuis des siècles s'est évaporée. Sa place a été prise par le calcul froid et cynique. Dans cette atmosphère de méfiance générale, deux figures entrent en scène. Regardez-les bien. Ils ne portent pas de couronne, mais c'est bien entre leurs mains que se trouve maintenant le sort de l'Asie. Le premier est Artaban, le chef de la garde du palais. Hyrcanien d'origine, homme de guerre, pragmatique jusqu'à la moelle. Il voit le roi tous les jours. Il voit les mains tremblantes du maître du monde, ses yeux vides, ses crises paranoïaques. Artaban n'est pas un philosophe, c'est un soldat. Et comme soldat, il comprend. Un commandant qui a perdu la raison et a commencé à tirer sur les siens est dangereux pour toute l'unité. Pour Artaban, Xerxès a cessé d'être une figure sacrée. Il est devenu un problème. Et les problèmes, dans l'armée, on a l'habitude de les éliminer. Le deuxième joueur est Aspamitrès, l'eunuque en chef, gardien de la chambre royale, l'homme de l'ombre. Il connaît tous les secrets, tous les vices, toutes les faiblesses de Xerxès. Il voit le roi sans ses habits d'apparat, misérable et vulnérable. Aspamitre comprend. Le navire coule. Xerxès entraîne l'Empire vers le fond, et si on ne coupe pas le câble, ils iront tous nourrir les poissons avec le capitaine fou. Ces deux-là, l'épée et l'oreiller, la force et la ruse, se trouvent. Ils n'ont pas besoin de longues négociations, ils n'ont pas besoin de réunions secrètes dans des caves à la lueur des bougies. Un seul regard dans le couloir suffit, un hochement de tête à peine perceptible. Dans un monde où les murs ont des oreilles, le complot naît dans le silence. Comprenez leur motivation. Ce n'est pas une révolte idéologique. Ils ne veulent pas la liberté, la démocratie ou la justice. Laissez ces comptes aux Grecs. Ici, au cœur de l'Orient, ils sont mus par le pur instinct de conservation. Ils comprennent. Xerxès est devenu incontrôlable. Aujourd'hui, il a tué son frère. Demain, il exécutera le chef de la garde parce qu'il aura fait un mauvais rêve. Tuer le roi, pour eux, ce n'est pas un crime. C'est un nettoyage sanitaire. C'est l'ablation d'un membre gangréné pour sauver le reste de l'organisme. C'est un monstre, chuchote peut-être Aspamitre en tendant une coupe d'eau à Artaban. C'est un mort, répond Artaban du regard. Ils commencent à planifier. Le plan est simple et monstrueux dans sa banalité. Pourquoi lever une armée? Pourquoi prendre le palais d'assaut? Ils ont les clés de toutes les portes. Artaban contrôle la garde. Aspamitre contrôle l'accès au corps. Le roi, qui a dépensé tant de force à ériger des murs contre le monde extérieur, s'est lui-même enfermé dans une cage avec ses propres tueurs. Xerxès, pendant ce temps, continue son festin en temps de peste. Il s'est entouré de flatteurs et de devins, essayant de trouver une confirmation de sa grandeur. Il ne remarque pas comment changent les regards des serviteurs. Il ne voit pas le vide qui se forme dans son dos. La solitude du tyran est absolue. Il a des millions de sujets, mais pas un seul ami. Même Amestris, sa femme cruelle, se tient désormais à l'écart, savourant sa victoire sur sa rivale et n'intervenant pas dans les jeux d'hommes. Elle pense que son pouvoir est inébranlable. Elle sous-estime Artaban. Les conspirateurs agissent méthodiquement. Ils recrutent des partisans,
mais seulement ceux qui sont absolument nécessaires. Le cercle est étroit, le risque est extrême. Un mot de travers, et leurs têtes orneront les portes de Suse. Mais la peur de la folie de Xerxès est plus forte que la peur de l'exécution. La cour est fatiguée, l'empire est fatigué. Tout le monde veut la stabilité, or Xerxès est le chaos. Les nuits deviennent plus longues, les ombres dans les coins du palais plus épaisses. Sentez-vous cette tension? Elle est suspendue dans l'air comme un nuage d'orage. Les serviteurs marchent sur la pointe des pieds, comme s'ils avaient peur de réveiller la bête. Mais la bête ne dort pas. La bête attend. Artaban et Aspamitre choisissent une date. Pas besoin d'attendre une fête ou un signe des étoiles. Il faut agir avant que Xerxès ne tombe à nouveau dans une crise de rage et n'entame une nouvelle purge. Ironie du sort, le roi renforce la garde, craignant la vengeance des fils de Mazistès, craignant les fantômes de Bactriane. Mais il ne sait pas que l'épée principale est déjà levée au-dessus de son propre cou, et que c'est le chef de sa garde qui tient cette épée. Comment se produit la transformation de la fidélité en trahison? À quel moment un homme qui a prêté serment de protéger le souverain au prix de sa vie décide-t-il d'ôter cette vie? Cela ne se produit pas instantanément. C'est une érosion, goutte après goutte, humiliation après humiliation. Le massacre sanglant de Mazistès a été la dernière goutte. La coupe est pleine. Nous faisons cela pour la Perse, se disent-ils, pour apaiser leur conscience. Un mensonge commode. En réalité, ils le font pour eux-mêmes. Ils veulent vivre. Et à côté de Xerxès, la vie ne vaut pas un daric brisé. Les préparatifs sont terminés. Les rôles sont distribués. Aspamitre assurera l'accès à la chambre. Artaban portera le coup. Ou peut-être le feront-ils par des mains tierces? Non, une telle chose doit être faite par soi-même. Les enjeux sont trop élevés. L'Empire s'est figé dans l'attente. La pourriture qui rangeait les fondations a atteint les structures porteuses. Le palais, qui semblait un monument de pouvoir indestructible, est sur le point de s'effondrer. Et personne ne viendra à l'aide. Parce que le tyran qui a détruit sa famille a aussi détruit son droit à la protection. Xerxès va se coucher. Il se couvre de soie, il ferme les yeux, espérant que les rêves seront cléments. Il ne sait pas que c'est sa dernière nuit. Il ne sait pas que dans le couloir, on entend déjà des pas silencieux, furtifs. Vous n'entendez pas? Écoutez bien. Ce n'est pas le bruissement du vent. C'est le bruit de l'histoire qui tourne la page. L'époque des grandes conquêtes se termine. L'époque des coups d'État commence. Et cette transition sera écrite à l'encre rouge. Le complot des ombres a mûri. Le fruit s'est gorgé de poison et est prêt à tomber. Il ne reste plus qu'à tendre la main et à le cueillir. Artaban pose la main sur la poignée de son poignard. Aspamitre éteint les lampes superflues. L'obscurité s'épaissit. L'heure est venue. Un clic. Un bruit sec et silencieux de métal contre métal. Ce n'est pas le tonnerre, pas la voix des trompettes annonçant la fin d'une époque. C'est juste le verrou tiré des portes de la chambre royale. Aspamitre, l'eunuque en chef, l'homme dont le devoir est de protéger le sommeil du souverain, ouvre le passage de la mort. Une ombre glisse sans bruit dans l'ouverture. C'est Artaban. Il n'a pas de longue épée dans sa main, incommode dans un espace restreint. Dans sa main, un akinak, un poignard perse court et méchant, conçu pour le combat rapproché. Ressentez ce moment. La chambre sent le vin rassis et la sueur. Sur des draps de soie, dort un homme qui se considère l'égal des dieux. Xerxès, roi des rois,
maître des pays et des peuples. Maintenant, il a l'air pitoyable. La bouche entr'ouverte, les paupières tremblantes. Il rêve peut-être de la Grèce, ou d'Athènes en feu, ou du visage du frère qui l'a tué. Il n'entend pas la mort s'approcher de sa couche. Artaban n'hésite pas. Il n'a pas le temps pour les monologues grandiloquents de méchants. C'est un travail sale et sanglant. Il bâillonne la bouche du roi avec sa main gauche. Les yeux de Xerxès s'ouvrent grands. On y lit une terreur animale et une incompréhension totale. Comment? Qui ose toucher la chair divine? Il essaie de se débattre, mais des années d'ivrognerie et de débauche ont rendu son corps flasque, alors que le corps d'Artaban est de l'acier trempé dans les casernes. Un coup, un bruit bref, déchirant. L'Aquinaque entre sous les côtes, cherche le cœur. Xerxès râle. La vie s'écoule de lui sur les draps qu'autrefois brodait Amestris. Le grand roi meurt non pas sur le champ de bataille, non pas de la main d'un ennemi digne. Il meurt dans son propre lit, égorgé par son gardien, comme un porc à l'abattoir. Aucune grandeur, aucune lueur divine. Seulement le gargouillement du sang dans la gorge et l'odeur des excréments. L'illusion du pouvoir absolu se dissipe en quelques secondes. Artaban essuie la lame sur le couvre-lit. Il regarde le cadavre. C'est fait. Mais ce n'est que la moitié du plan. Tuer le roi est facile. Survivre après cela, voilà où est le véritable art. Si on trouve le corps au matin, Artaban sera exécuté le premier. Il lui faut un bouc émissaire. Il lui faut quelqu'un sur qui rejeter ce cauchemar. Et ce quelqu'un doit être assez important pour que le mensonge ressemble à la vérité. L'héritier. Darius, le fils aîné. Artaban et Aspamitre sortent de la chambre. Ils ne courent pas à se cacher, ils courent à l'attaque. Mais pas avec des épées, avec des mots. Leur cible, les appartements du fils cadet, Artaxerxès. Imaginez le jeune prince. Artaxerxès est encore un gamin, une marionnette qui n'a pas senti la poudre. On le réveille au milieu de la nuit. Le chef de la garde fait irruption dans sa chambre, échevelé, les yeux fous, ayant peut-être volontairement sali ses mains du sang frais de son père. « Lève-toi, Seigneur !» siffle Artaban en tombant à genoux. « Malheur, trahison, ton père est tué. » Le cerveau endormi du prince ne peut pas traiter l'information. Père tué? Qui a osé? C'est Darius, ment Artaban, et son mensonge est plus convaincant que n'importe quelle vérité. Ton frère aîné. Je l'ai vu sortir en courant des appartements du roi avec un couteau ensanglanté. Il a tué le père pour prendre le trône. Et maintenant, il vient ici. Tu es le prochain, Artaxerxès. Il ne te laissera pas en vie. Manipulation géniale. Artaban frappe les points les plus primitifs, la peur de la mort et la jalousie envers le frère aîné. Il ne laisse pas au prince le temps de réfléchir, pas le temps de poser des questions, seulement l'action. Frappe ou fuit, tue ou meurt. Nous devons le devancer, renchérit l'eunuque Aspamitre, debout derrière lui. La garde t'est fidèle, mais nous devons agir maintenant, avant qu'il ne se proclame roi. Artaxerxès, saisi de panique, attrape une épée. Il croit. Pourquoi ne croirait-il pas? Devant lui se tient le fidèle Artaban, protecteur de la famille. Le gamin se transforme en bête acculée. Il court dans les couloirs sombres du palais. Les ombres dansent sur les murs, se transformant en démons. C'est la nuit des longs couteaux. La nuit où la lignée des Achéménides se dévore elle-même. Ils font irruption chez Darius. Le fils aîné du roi, l'héritier légitime, dort. Il n'a tué personne.
Il faisait peut-être son 10e rêve sur son futur règne. Le bruit le réveille. Il se soulève sur les coudes, plissant les yeux à la lumière des torches. Que se passe-t-il ? A-t-il le temps de demander. Ce sont ses derniers mots. Artaxerxès, son frère cadet, avec un hurlement de rage et d'horreur, se jette sur lui. Il pense rendre la justice. Il pense venger son père. En réalité, il est juste un outil. Une épée vivante dans les mains d'Artaban. Un coup. Encore un coup. Darius essaie de se protéger avec ses mains, mais il est désarmé et désorienté. Il meurt en regardant le visage de son frère. Et dans son regard qui s'éteint, on ne lit qu'une seule question. Pourquoi ? Le sang d'un frère se mêle au sang invisible de l'autre. La dynastie est décapitée 2 fois en 1 heure. Artaban se tient dans l'embrasure de la porte et regarde. Sur son visage, un masque de deuil, mais dans son âme, il exulte. C'est le crime parfait. Le roi est mort. L'héritier est mort. Le meurtrier de l'héritier est le nouveau roi. Mais ce nouveau roi est désormais lié par le sang et le mensonge. Artaxerxès sera éternellement reconnaissant à Artaban pour son sauvetage. Artaxerxès pensera qu'Artaban est son seul ami fidèle. En réalité, Artaxerxès est devenu un otage. Quand le soleil se lèvera sur Suse, l'Empire se réveillera dans une nouvelle réalité. Les héros annonceront « Le grand Xerxès est tombé sous la main lâche de son fils Darius. » Mais la justice a triomphé. Le prince Artaxerxès a puni le parricide et est monté sur le trône. Le peuple glorifiera le nouveau roi. La foule aime les histoires simples de vengeance et de justice. Personne ne saura la vérité. Personne ne verra comment Artaban, debout derrière l'épaule droite du jeune monarque, sourit à peine. Maintenant, c'est lui le vrai dirigeant, le marionnettiste. Il a retiré les figures fortes de l'échiquier. Il ne reste qu'un garçon effrayé, avec une couronne trop grande pour lui. Artaban est sûr. La partie est finie. Il a gagné. Il a réécrit l'histoire, et l'encre est le sang de la famille royale. Mais dans ce schéma de coup d'État parfait, il y a une variable qu'Artaban n'a pas prise en compte. Il a calculé les hommes, il a calculé la garde, il a calculé les ambitions. Mais il a oublié le facteur qui se trouve au-delà de la logique masculine. Il a oublié la femme qui est assise en ce moment dans ses appartements et écoute ce chaos. Amestris. Elle ne dort pas. Elle a entendu les allées et venues. Elle a entendu les cris. Et contrairement à son fils Artaxerxès, elle ne croit pas aux contes de fées. Elle a un flair pour le mensonge, affûtée par des années de vie au harem. Elle connaît ses fils. Darius n'était pas un assassin. Xerxès, malgré tous ses péchés, ne méritait pas une telle mort de chien. Artaban pense être l'éminence grise. Il pense tenir Dieu par la barbe. Mais il a commis l'erreur classique de l'usurpateur. Il a laissé la mer en vie. Pendant qu'on lave les sols du palais, effaçant les traces du massacre nocturne, Amestris se lève de son fauteuil. Son visage est calme, comme un masque mortuaire. Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, mais elle n'a pas perdu la raison. Elle voit les fils qui s'étendent des mains d'Artaban jusqu'au cou de son enfant survivant. Et elle n'a pas l'intention de céder son pouvoir à un parvenu de chef de la garde. Le triomphe d'Artaban dure exactement le temps nécessaire au soleil pour atteindre le zénith. Il se sent tout-puissant. Il essaie déjà mentalement les insignes royaux, planifiant combien de temps il faudra avant qu'un accident n'arrive aussi à Artaxerxès. Mais il ne voit pas l'ombre qui plane sur lui.
l'ombre de la Reine Noire. La partie d'échecs passe en finale. Il reste peu de pièces sur l'échiquier, mais les plus dangereuses d'entre elles sont encore en jeu. Et quand Amestris jouera son coup, Artaban comprendra. Ce n'est pas le roi avec son armée qu'il fallait craindre. Il fallait craindre la veuve au cœur brisé et à la raison froide. La nuit est finie. Vient le jour du règlement de compte. Les premiers rayons de soleil illuminant Suse après la nuit des longs couteaux semblaient à Artaban être l'or de sa nouvelle couronne. Il se tenait sur la terrasse, respirant l'air frais du matin, et se sentait l'architecte de l'univers. Le plan a fonctionné impeccablement. Xerxès est mort. Darius est mort. Artaxerxès, jeune et docile, est assis sur le trône. Mais les rênes du pouvoir sont fermement serrées dans le poing du chef de la garde. Artaban était sûr. Il avait dupé tout le monde. Il avait brisé l'échine d'une dynastie millénaire et construit sur ses ruines son propre empire, où le roi n'est qu'un décor. Il regardait la ville s'éveiller dans l'ignorance et s'enivrait de son génie. Il avait calculé chaque pas, chaque réaction des hommes. Mais dans son équation triomphale, il avait commis une erreur fatale. Il avait oublié la variable qui ne se soumet pas à la logique masculine. Il avait oublié la femme assise au fond du palais, vêtue de deuil, qui ne versait pas une larme. Amestris. Pour Artaban, elle n'était qu'une veuve, du matériel usagé, une vieille femme dont le temps était passé. Quelle monstrueuse sous-estimation! Pendant que l'usurpateur jouissait du pouvoir, Amestris menait sa propre analyse. Elle connaissait ses fils. Elle savait que Darius n'était pas un assassin. Et elle connaissait Artaban. Ses ambitions avaient toujours émis un bruit de fond, comme un mauvais parfum. En additionnant les faits, la soudaineté du meurtre, l'absence de témoins, une justice trop lisse, elle vit tout le tableau avec une clarté cristalline. Elle comprit, par ses mains, par les mains de son fils cadet, on avait détruit la dynastie. Et maintenant, ce parvenu d'Hyrcanien prévoit de diriger le pays en utilisant Artaxerxès comme paravent, jusqu'à ce qu'il décide de se débarrasser de lui aussi. Amestris n'a pas crié. Elle n'a pas couru vers la garde. La garde est fidèle à Artaban. Elle a fait ce qu'elle savait faire le mieux. Elle a commencé à chuchoter. Imaginez cette scène. Les appartements du jeune roi Artaxerxès. Il est anéanti. Il vient de tuer son frère, croyant venger son père. Ses mains tremblent. Et là, sa mère entre. Pas une victime éplorée, mais une femme froide, dure comme la roche. Elle s'assoit à côté de lui. Elle lui prend la main et commence à parler. Elle ne le console pas. Elle lui ouvre les yeux. Avec une précision chirurgicale, elle démonte le mensonge d'Artaban brique par brique. « Regarde-le », chuchote-t-elle, quand le chef de la garde entre dans la salle pour son rapport. « Regarde comment il marche. Ce n'est pas la démarche d'un serviteur, c'est la démarche d'un maître. Tu n'as pas tué ton frère pour ton père. Tu l'as tué pour dégager la route à ce chacal. » Le poison de la vérité pénètre la conscience d'Artaxerxès lentement, mais sûrement. Il commence à remarquer les détails. Les regards d'Artaban, son ton condescendant, la façon dont il donne des ordres au nom du roi sans même le consulter. L'horreur de la prise de conscience submerge le prince. Il comprend qu'il est devenu non seulement un fratricide, mais un idiot utilisé à l'aveugle. La colère qui naît à ce moment dans l'âme d'Artaxerxès n'est pas un feu furieux, c'est un froid glacial. C'est la colère d'un homme à qui on a volé l'âme. Et cette colère,
Amestris la dirige. « Tue-le », dit son regard, « ou il te tuera. Il n'y a pas de troisième voie. » Le piège pour le chasseur se prépare avec le même soin qu'Artaban avait préparé le meurtre de Xerxès. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Le prédateur devient gibier. On convoque Artaban pour une audience privée. On lui dit que le roi veut discuter d'un changement de satrape. Artaban y va tranquillement. Il ne prend pas beaucoup de garde avec lui. Pourquoi? C'est lui le pouvoir ici. Il entre dans la petite salle du trône, confiant, nonchalant, répartissant déjà mentalement les richesses de l'Empire entre ses fils. Les portes se referment derrière lui. Un bruit lourd, sourd. Artaban fait quelques pas et s'arrête. Il voit Artaxerxès. Le roi ne se tient pas près du trône, mais au milieu de la pièce. Il n'a pas de sceptre dans les mains. Il a une épée nue. Et à côté de lui, comme une ombre, se tient Amestris. Son visage est impénétrable, mais le triomphe brûle dans ses yeux. « Tu as trahi ma maison », dit le jeune roi. Sa voix ne tremble pas. C'est la voix d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Artaban tente de se justifier. Il essaie de sourire, de tourner tout en plaisanterie, de rappeler sa fidélité. Mais il voit, son temps est écoulé. Le masque est tombé. Il saisit son poignard, ce même Akinac avec lequel il a égorgé Xerxès. Mais il est vieux, et Artaxerxès est jeune et plein de haine. Le combat est court et brutal. Ce n'est pas un duel d'honneur, c'est une exécution. La lame du roi trouve sa cible. L'usurpateur tombe sur ce même marbre qu'il rêvait tant de fouler en maître. Son sang, épais et sombre, se répand sur le sol, se mêlant aux traces invisibles du sang de Xerxès et de Darius. Mais ce n'est pas encore la fin. Amestris sait, il ne suffit pas de couper la tête du serpent, il faut écraser les œufs. Artaban a des fils, ils sont au palais, ils occupent de hauts postes. S'ils apprennent la mort de leur père, ils déclencheront une émeute. « Détruis-les tous », ordonne Amestris. Et le nettoyage final commence. La garde, voyant que le vent a tourné, prête instantanément serment au jeune roi. La fidélité en Perse est une girouette. On tire les fils d'Artaban de leur lit, de derrière les tables de banquet. On les tue rapidement, sans procès. La lignée du traître est éradiquée jusqu'à la racine en 1 heure. Quand le soleil se couche, le palais plonge à nouveau dans le silence. Mais c'est un autre silence. Ce n'est pas le silence de la peur devant un fou. C'est le silence de mort d'un cimetière où il ne reste qu'un seul gardien. Artaxerxès est assis sur le trône. Il a gagné. Il a vengé son père et son frère. Il a rendu le pouvoir à la dynastie. Mais regardez-le plus attentivement. Il y a le vide dans ses yeux. Il a traversé l'enfer de la trahison, du fratricide et du massacre. Il est devenu roi, mais à quel prix? Il est brisé. Et il sait à qui il doit son salut. Derrière son dos, dans l'ombre des colonnes, se tient Amestris. Elle est la seule à avoir gagné à cette loterie sanglante. Elle a survécu au mari qui l'humiliait. Elle a survécu au rival qui tentait de prendre sa place. Elle a survécu à l'usurpateur qui voulait détruire sa lignée. Elle se tient sur une montagne de cadavres, amis, ennemis, parents, et regarde la salle avec un calme absolu et glaçant. Amestris n'a pas besoin de couronne sur la tête. Il lui suffit que le roi soit son fils, et que ce fils sache « Maman a toujours raison. Maman sauvera. Maman tuera quiconque regardera de travers. » Elle devient le pouvoir réel dans l'Empire. L'éminence grise en vêtements noirs. L'histoire se souviendra de Xerxès comme d'un grand raté,
ayant perdu sa flotte et sa tête. L'histoire se souviendra d'Artaban comme d'un traître audacieux. Mais à Mestris, l'histoire se souviendra d'elle comme d'un monstre, comme d'une femme qui enterrait des gens vivants pour amadouer les dieux souterrains, comme d'une furie vengeresse. Mais soyons honnêtes, dans un monde où les hommes règlent les questions par l'épée et l'intrigue, où le frère tue le frère pour le pouvoir et où le père vend ses filles par caprice, pouvait-elle survivre autrement? Amestris est devenu ce que son environnement l'a forcé à être, un prédateur parfait. Elle a rejeté la pitié, la morale et l'humanité, ne laissant que le pur instinct de domination. L'empire achéménide tiendra encore un siècle, mais il ne sera plus jamais le même. La fissure qui a traversé la chambre royale a fendu les fondations mêmes de la puissance. La maison de Xerxès n'est pas tombée sous le coup de la phalange grecque. Elle a pourri de l'intérieur, empoisonnée par le venin de sa propre luxure et cruauté. Amestris vivra jusqu'à un âge très avancé. Elle verra changer les rois, s'effondrer les villes. Elle mourra dans son lit, entourée de peur et de respect, invaincue. Elle a prouvé le théorème principal du pouvoir. Ce n'est pas celui qui frappe le plus fort qui gagne, mais celui qui est prêt à aller jusqu'au bout en franchissant tous les tabous. Le rideau tombe, les bougies s'éteignent, l'odeur du sang se dissipe, laissant place à l'éternelle odeur de la poussière. Et maintenant, posez-vous la question, honnêtement. En regardant cette histoire, cette anatomie de l'autodestruction, qui est le vrai mal ici? Le roi lubrique ayant perdu les pédales? Le traître ayant décidé de sauver sa peau? Ou la femme qui a répondu à la cruauté par une cruauté encore plus grande pour survivre? Et le plus important, si vous vous étiez retrouvé dans cette fosse aux serpents, dans ce palais doré où chaque ami souriant cache un poignard, êtes-vous sûr que vous auriez agi différemment? Le pouvoir n'est pas une épée étincelante. Le pouvoir, ce sont des mains sales. Et celles d'Amestris étaient les plus sales. Ce qui signifie qu'elle était la plus puissante.